Après 2 saisons à bord et à quai du podcast de la Fondation Tara Océan, on se retrouve pour explorer et comprendre ensemble toute la richesse mais aussi la fragilité de l'océan. Avec des personnes engagées pour l'océan, comme des scientifiques, des sportifs ou encore des artistes, nous parlerons, penserons, échangerons pour déceler et interpréter ce qui nous lie à cette immensité bleue, à notre vie sur Terre. Biodiversité, climat, Arctique, droit, bien-être, engagement et culture commune, prenons ensemble le temps de regarder derrière notre hublot. Nous partageons tous un seul pôle Nord. Pourtant, nous connaissons très peu l'Arctique, cet océan de glace. Cette région du globe se réchauffe 3 à 4 fois plus rapidement que le reste de la planète. La banquise disparaît peu à peu. Et l'avenir de l'Arctique et de sa biodiversité préoccupe, car ils sont au cœur des enjeux climatiques et géopolitiques. Mais que sait-on vraiment de cette région, de la biodiversité et des ressources qu'elle abrite ? Que s'y passe-t-il ? Quels sont les effets du réchauffement climatique ? Et pourquoi est-il essentiel de la protéger ? Je suis Eva Salomé, de la Fondation Tara Océan, et dans cet épisode, parlons de l'Arctique et des enjeux liés à ce laboratoire de l'extrême, déterminant pour l'avenir de la planète. Pour répondre à toutes nos questions, j'ai la chance de recevoir Heidi Sevestre, glaciologue, et Anne Kéméré, navigatrice, qui vont croiser leurs regards, ici, dans le studio d'enregistrement de la Gaîté Lyrique. Heidi, Anne, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vous laisserai vous présenter rapidement. Tu veux commencer, Anne ? Non, à toi l'honneur, Heidi. Oh, c'est trop gentil. Bon, allez, j'attaque. Vas-y. En tout cas, ravie vraiment de vous retrouver toutes les deux ce matin. Donc, je m'appelle Heidi Sevestre, je suis glaciologue et je travaille pour une institution qui s'appelle le Conseil de l'Arctique. Donc, c'est les 8 pays de l'Arctique ensemble. Et plus particulièrement, mon équipe, AMAP, le Arctic Monitoring and Assessment Program. C'est une sorte de mini-GIEC, de nano-GIEC de l'Arctique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide à coordonner toute la recherche sur le dérèglement climatique dans l'Arctique, mais aussi sur les polluants, les contaminants et sur la radioactivité. Et ensuite, cette science, on essaye aussi bien qu'on le puisse la communiquer auprès des gouvernements. Tout un programme. Alors moi, c'est beaucoup plus modeste puisque je ne suis que navigatrice et j'ai eu l'occasion lors de mes différents voyages d'embarquer sur un kayak puis ensuite sur un bateau solaire à travers le passage du Nord-Ouest, donc dans une région qui se situe entre les territoires du Nord-Ouest de l'Arctique canadien et le Nunavut. J'ai écrit quelques livres à ce propos, parce que j'ai été très impactée par ce que j'ai pu voir, découvrir, et je me suis dit qu'il fallait absolument partager, parce que je suis persuadée aujourd'hui que c'est par le partage que l'on peut intéresser toute personne à ce qui se passe là-haut. On a l'habitude de commencer chaque épisode de notre 3e saison avec une question simple. Qu'est-ce qui vous lie à l'océan et comment est né ce lien ? Je pense que du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours navigué. Mon père était un ancien moniteur à l'école des Glénans. On n'a pas vraiment eu le choix des armes. J'ai passé mon enfance sur l'archipel de Glénans et à une époque où il n'y avait vraiment pas grand monde. Et pour moi, c'était vraiment l'école de la liberté puisque dès le week-end venu, on embarquait et puis on ne rentrait parfois que le lundi matin pour se précipiter à l'école, un peu en retard, les devoirs pas faits, mais tellement de choses apprises au cours de ce week-end. Donc moi, l'océan, c'est quelque chose qui a accompagné et rythmé toute ma vie. Et pour vous, Heidi ? L'océan, moi, j'y suis venue assez tard parce que je suis une vraie montagnarde. Je suis née à Annecy, en Haute-Savoie. Et moi, depuis que je suis toute petite, c'est plus la terre, les montagnes qui m'intéressent. Mais aujourd'hui, j'ai cette chance d'habiter toute une partie de l'année au Svalbard, donc au cœur de l'océan glacial arctique. Et l'océan, je le vois tous les jours. Et je vois la banquise qui se forme ou qui a du mal à se former. Je vois des nouvelles espèces qui migrent du sud vers le nord. Je vois notamment énormément de bateaux de croisière qui arrivent en ce moment dans l'Arctique. Et je vois des nouvelles problématiques, comme peut-être l'exploitation minière des fonds sous-marins qui est en train de se profiler, on l'espère pas, mais au niveau de la Norvège. Donc aujourd'hui, l'océan fait pleinement partie de mon quotidien. Et vu que je suis un peu en train de tomber amoureuse de cet écosystème qui avant je connaissais très mal ou assez peu, j'ai qu'une envie, c'est de me battre, quoi. Donc vous venez d'en parler, l'Arctique fait partie de votre vie. Vous avez eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises, en expédition, en solitaire. Donc vous en êtes témoin. L'Arctique, ce n'est pas un territoire vide. Comme le disait Robert Vivian, qui est un glaciologue français, les glaciers sont vivants. Parce qu'en effet, l'Arctique, situé au pôle Nord, c'est constitué de l'océan Arctique. Et ça regorge de vie,
par la biodiversité marine, par les peuples autochtones qui y vivent également. Donc c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui pour pouvoir en parler. Pour vous, Heidi, comment on différencie l'Arctique et l'Antarctique ? Si on commence avec l'Arctique, donc pôle Nord, l'Arctique, c'est avant tout un océan. Et cet océan, il est entouré de terres plus ou moins englacées, plus ou moins enneigées. Et dans l'Arctique, il y a 7 millions d'habitants. Ça, c'est vraiment majeur, c'est un chiffre qu'il faut bien garder en tête. Et c'est une terre donc, où il y a des activités industrielles, où il y a de la pêche, où il y a des mines, où il y a énormément de science aussi qui s'est produit. Et on a des communautés autochtones qui habitent l'Arctique depuis des milliers d'années et qui sont véritablement les vrais experts de cette région. Si on regarde ce qui se passe au niveau du pôle sud de l'Antarctique, l'Antarctique, c'est avant tout un continent. Un continent qui fait à peu près 25 fois la taille de la France, qui est couvert en très très grande partie de glace, à plus de 90%. Et c'est une terre qui a été préservée pour la paix et pour la science. Il n'y a pas de communauté autochtone en Antarctique, mais peut-être que les autochtones, on peut les définir comme les scientifiques qui habitent les différentes bases aujourd'hui. Et l'Antarctique est donc entouré d'un océan, l'océan austral, qui est parcouru par des courants alors que les navigateurs connaissent bien, particulièrement virulents. Mais là aussi, on a une terre qui attire énormément de convoitises et qu'il faut tout faire pour continuer à préserver. Donc il n'y a pas le même statut, entre guillemets, au-delà des différences géologiques, par exemple. Vous avez dit l'Antarctique est protégée. Voilà, l'Antarctique est un statut qui existe. Oui, il y a vraiment le traité de l'Antarctique qui préserve ces terres pour la paix et pour la science, alors que l'Arctique, donc là aussi c'est la différence. Moi, je vois vraiment l'Arctique comme un gâteau qui a été divisé en différentes parts et les pays se battent pour maintenir ces différentes parts et utiliser les ressources que l'on trouve dans leur part du gâteau. Du coup, qu'est-ce qui rend cette zone si particulière au-delà d'un point de vue de la biodiversité, par exemple ? La liste est tellement longue au niveau de ce qu'il faut préserver pour l'Arctique, mais ce qui est intéressant, c'est que certes, il y a 7 millions d'habitants, mais on a vraiment des espèces endémiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La plus symbolique, évidemment, c'est l'ours polaire. Mais l'ours polaire, c'est le symbole de toute une chaîne alimentaire qui est extrêmement fragile, extrêmement précieuse, et qui aujourd'hui permet de maintenir ces écosystèmes en relativement bonne santé, ou du moins essaie de rendre ces écosystèmes les plus résilients possibles. Mais le souci, c'est que l'Arctique est soumis à énormément de pression, et on va en parler, mais que ce soit le changement climatique, que ce soit les activités humaines. Aujourd'hui, énormément de choses menacent l'Arctique, et l'Antarctique est aussi en train petit à petit de subir les mêmes pressions. Il y a quand même des conditions qui sont assez extrêmes, évidemment, on parle des pôles, notamment du pôle Nord pour l'Arctique. Vous avez eu l'occasion d'y aller dans différents moments. Anne, comment on prépare ce genre d'expédition dans des conditions assez rudes aussi ? Ça se prépare comme, je dirais, n'importe quelle expédition, à savoir qu'il faut être extrêmement rigoureux. L'Arctique est un univers exigeant, mais comme peut l'être n'importe quel océan, puisque malgré une préparation minutieuse, et on le voit dans de nombreux voyages océaniques, l'imprévu s'invite toujours au moment où on ne l'attend pas. Donc il faut savoir aussi réagir rapidement. L'expérience permet certainement aussi d'affronter des climats et des régions plus compliquées. Est-ce que je me serais aventurée en Arctique sur une toute première expérience ? Probablement pas. C'est certainement mes voyages précédents qui m'ont permis d'envisager ce qui me paraissait à une époque peut-être un rêve un peu impossible. Mais malgré la préparation, malgré les images, malgré les livres, malgré les documents, malgré les interviews, ce qu'on voit, ce qu'on découvre lorsqu'on arrive là-bas est complètement hors de tous ces sentiers battus qu'on a pu rencontrer ou croiser jusqu'à présent. On ne peut pas se préparer à l'Arctique parce qu'il nous arrive en pleine face. Et il y a une magie, je crois, pour tout le monde. Parce que j'ai rarement entendu des témoins revenir en me disant « oui, c'était un voyage agréable ». Non, c'est tout sauf agréable. Mais en même temps, cette violence nue, c'est l'essentiel. Elle nous ramène à notre essentiel, je pense. On est dans un contexte de plus en plus de sobriété carbone, on en parle, lié au réchauffement climatique évidemment, et on le sait, les expéditions scientifiques ont un impact. Vous avez eu toutes les deux une approche assez différente, que ce soit une expédition en solitaire en kayak ou avec des prototypes solaires. Heidi, vous avez participé au Climate Sentinel, une expédition 100% féminine et avec une volonté d'être neutre en carbone. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Pourquoi vous avez fait cette démarche dans ce territoire qui peut paraître parfois un petit peu hostile et difficile d'approche ? Ouais, l'Arctique, comme l'a très bien dit Anne, c'est une région merveilleuse, quoi. C'est un peu le monde de Narnia. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que ces régions polaires sur Terre. Mais il faut bien comprendre aussi que ce sont des régions qui ne tolèrent pas la moindre pollution.
C'est des régions qui, parce qu'elles sont froides, en fait, sont de véritables puits de pollution. Et la pollution, une fois qu'elle leur tombe dessus, elle la garde, cette pollution. Et ça affecte tout l'écosystème et bien sûr les humains qui habitent dans ces régions-là. Et c'est vrai qu'en tant que scientifique, on se pose la question, aujourd'hui c'est plus du tout un tabou, de l'empreinte carbone de cette recherche polaire. Et c'est une recherche, alors il faut remettre l'église au centre du village, c'est une recherche qui est essentielle aujourd'hui. On n'a pas de meilleures données que des données que l'on récolte sur le terrain, et Tara, je pense, est très bien placée pour comprendre ça. C'est une recherche que l'on fait dans une véritable course contre la montre, et c'est une recherche qu'on fait dans des milieux qui sont assez dangereux quand même. L'Arctique est beaucoup plus fort que nous, ça on le comprend très bien. Et donc, dans la plupart des cas, si on va dans ces régions-là, on y va un peu avec l'artillerie lourde, quoi. Généralement, on se déplace avec des moyens de transport qui sont très lourds, très polluants. Les instruments scientifiques qu'on utilise sont très très gourmands en énergie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose vraiment la question, comment est-ce qu'on peut nous montrer l'exemple, nous qui rabâchons à tout le monde qu'il faut réduire son empreinte carbone, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pour ça que ça m'a mené à créer cette petite expédition des Sentinelles du climat, Climate Sentinels. On a traversé l'archipel du Svalbard en ski. On n'a rien inventé, on a fait comme les pionniers, c'est-à-dire se déplacer en ski en tirant notre équipement derrière nous. Mais aujourd'hui, on a vraiment besoin d'utiliser l'énergie solaire, d'utiliser l'énergie du vent. Quand on se déplace sur Terre, il y a plein de façons de faire et on voit vraiment un renouveau au niveau des expéditions scientifiques. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des navigateurs et des navigatrices pour faire en sorte de réduire notre empreinte carbone le plus possible. Et Anne, vous l'avez fait avec, j'ai vu un prototype solaire. Vous y êtes allé en plusieurs étapes parce qu'il n'est pas forcément évident, ce passage du Nord-Ouest. Je vous laisse en parler. Alors oui, j'avais abordé le passage du Nord-Ouest en kayak, une toute première fois. Une année où les glaces ne m'avaient pas laissé la possibilité de passer. Et de rencontre en rencontre, parce que c'est aussi ça l'intérêt de ces aventures, c'est qu'au cours de festivals ou de conférences, on est amené à rencontrer pas mal de monde. J'avais croisé le chemin de Raphaël Donjean, qui avait effectué le tour du monde à bord d'un bateau solaire et qui, évidemment, en parlait très très bien. Un coin de table, un soir, on a évoqué la possibilité d'un bateau que j'avais, qui était un petit prototype avec lequel j'avais traversé le Pacifique en kite, et qui était dans un hangar, que je voulais recycler, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi du recyclage de nos bateaux. Et je lui ai demandé, est-ce que tu crois qu'on pourrait le réadapter en solaire? Parce que je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. On commence à parler de la navigation solaire. Et j'imagine qu'en Arctique, en été, lorsque l'ensoleillement est 24 heures sur 24, ce serait vraiment emblématique, en tout cas, de mettre en lumière cet Arctique dont on commence à parler beaucoup, mais finalement que le grand public ne connaît pas très bien. Et voilà comment est née l'idée. Alors, bon, ça a pris un peu de temps, puisque il n'y avait pas vraiment d'expertise encore sur ce genre de bateau. Et c'est vrai que ça a été une expérience assez incroyable, parce que ce bateau se déplaçait très silencieux. Alors très bas sur l'eau, puisqu'on est sur vraiment un petit bateau de 6 mètres de long qui est au ras de l'eau, comme un petit dériveur, je dirais, qui m'a permis vraiment de voir cette vie animale en Arctique et d'observer des choses que je n'aurais probablement pas pu observer à bord d'un bateau un peu plus conséquent ou avec un équipage peut-être un peu plus bruyant. Et donc oui, c'est là où j'ai réalisé que nos voyages, peut-être ces voyages en solitaire qui a priori paraissent peut-être vains pour certains, ou en tout cas un peu égocentriques parce que on tourne un peu autour de notre nombril quand on est tout seul sur l'eau, finalement si on les partage, permettent aussi de découvrir tout un monde qu'on ne découvrirait pas en étant en groupe, en étant à plusieurs ou en étant sur des moyens un peu plus importants que ce petit bateau de 6 mètres de long. Vous l'avez déjà mentionné, c'est une région qui est fragile. Quelle pression subit-elle réellement? Je vais peut-être commencer par le changement climatique, justement, parce que ça reste vraiment la plus grande menace aujourd'hui sur l'Arctique, sur les régions polaires. Donc, comme tu l'as très bien dit, l'Arctique se réchauffe 3-4 fois plus vite que le reste de la planète. Ce qui veut dire que toutes les activités, en fait, à chaque fois qu'on brûle des énergies fossiles chez nous, en France, en Asie, en Amérique du Nord, ça voyage malheureusement, et ça accélère encore plus le réchauffement des régions qui sont dominées par la glace, donc notamment l'Arctique. Et les conséquences, elles sont dramatiques. Voilà où j'habite au Svalbard, c'est l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre, 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète. Et tout s'effondre, quoi. Les glaciers reculent, le permafrost dégèle sur des très grandes profondeurs. On a des bouleversements au niveau des précipitations qui sont très bizarres. On a tantôt énormément de pluie, tantôt on a énormément de neige. On a eu des avalanches en pleine ville qui ont tué des gens, notamment un prof de l'école et un petit bébé. C'était vraiment un énorme traumatisme pour la communauté là-bas. Et ça, c'est la même chose partout dans l'Arctique. Donc il y a vraiment des zones qui se réchauffent plus vite que d'autres. Et par-dessus tout ça,
il faut rajouter encore plus de pression humaine, notamment à cause du fait que dans l'Arctique, il y a plein de ressources, que ce soit au niveau de la pêche ou que ce soit au niveau du gaz, du pétrole et des minerais. Et on est en train de voir aujourd'hui que l'Arctique attire toutes les convoitises parce que l'Arctique se réchauffe, parce que l'Arctique se libère en glace. On a l'impression que ça va devenir beaucoup plus simple en fait d'aller ponctionner les ressources de l'Arctique. Et aujourd'hui, on voit que ces écosystèmes arrivent au bout, vraiment arrivent à leur limite. On a beaucoup d'espèces qui migrent vers le nord, mais au bout d'un moment, les espèces, elles ne peuvent plus aller encore plus au nord parce que ça n'existe pas. Et donc, c'est assez cataclysmique de voir à quelle vitesse cette région est en train de changer. Et il faut le rappeler, le fait que tout ce qui se passe dans l'Arctique affecte le reste de la planète. Donc, plus on atomise cette région à coup d'énergie fossile, à coup de ponctionner les ressources, plus c'est le reste de la planète qui en subit des conséquences. En fait, il y a une banquise qui est présente, qui fond de façon saisonnière, donc de façon estivale. Et donc, ça libère, entre guillemets, comme un trésor qui va être la proie de plusieurs nations aussi. Alors après, j'ai vu qu'il y avait donc 8 pays qui étaient en place. Il y a le Conseil de l'Arctique, les 8 pays membres circumpolaires, qui appartiennent exactement. Au nord. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont intéressés aussi par ces ressources ? Oui, bien sûr. Alors, je ne veux pas être politique et rentrer trop dans les potins de la géopolitique de l'Arctique, mais il n'y a aucun doute sur le fait que c'est très rare de trouver un pays qui n'est pas intéressé par l'Arctique. Ça, c'est sûr, que ce soit par la science ou par les ressources que l'on y trouve. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant besoin, en fait, de coopération au niveau scientifique dans les régions polaires, des coopérations déjà entre scientifiques et populations autochtones, mais aussi entre les pays de l'Arctique et les pays observateurs au Conseil de l'Arctique. Et la France est un pays observateur au Conseil de l'Arctique. Et ce qui est très clair, c'est que voilà, si on ne sait pas ce qui se passe au niveau du permafrost de la Russie, il nous manque la moitié de l'Arctique dans nos études de ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, on a vraiment, vraiment besoin de se serrer les coudes et de faire très, très attention au niveau de ses intérêts industriels. Et un petit aparté sur la banquise, voilà, en 40 ans, on a perdu à peu près 45% de la superficie de banquise dans l'Arctique. Et on a l'impression que s'il y a moins de banquise, il y aura moins de problèmes. Mais en fait, pas du tout. Si on perd la banquise de l'Arctique, et là, on y va tout droit, la météo risque de devenir beaucoup plus imprévisible, beaucoup plus extrême dans l'Arctique et au-delà. Et on aura de la glace dans l'Arctique. On aura quand même de la glace, sauf que ce ne sera pas de la banquise, mais ce sera très certainement des icebergs qui se déliteront des glaciers environnants du Groenland. Et un bateau qui rencontre des icebergs, on sait tous très bien ce que ça donne. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention sur le fait que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Voilà, si on perd la banquise, ça ne va pas résoudre plein de problèmes. Au contraire, ça risque de créer de tout nouveaux problèmes pour la navigation, pour les activités industrielles. Et les conséquences négatives de mettre en place ces activités industrielles dans l'Arctique risquent d'être largement supérieures aux moindres trucs positifs qu'on pourrait en tirer. Vous avez parlé de dérèglement climatique, de perturbations. Les populations autochtones présentes vont être les premières à en subir les conséquences. Anne, j'ai vu que vous avez participé à présenter un reportage qui s'appelle Face au climat. Vous êtes allée à la rencontre de ces populations. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit ? Comment elles le vivent ? Alors, c'est difficile de généraliser puisque effectivement l'Arctique est vaste. J'ai eu l'occasion, donc, lors de mes voyages en Arctique, de m'arrêter et de faire escale dans un petit village qui s'appelle Tuktoyaktuk, qui est dans l'embranchement du delta du Mackenzie, territoire du nord-ouest canadien. Et puis, je suis tombée en amour avec ces gens, avec cette communauté, avec leur mode de vie, qui m'a beaucoup rappelé le mode de vie qu'il y avait autrefois en Bretagne. Il y a vraiment des parallèles qui sont tellement évidents entre la pêche, la langue, qui a été interdite, mais tout comme le breton l'a été. Donc voilà, il y a eu vraiment une résonance. Et puis un jour, en discutant avec une des aînées, je voyais l'érosion qui était galopante. Elle m'expliquait que les glaces fondent plus tôt au printemps, donc les tempêtes sont violentes et viennent maintenant, la glace n'arrête plus ces tempêtes, donc elles viennent frapper la côte avec donc cette terre de toundra, de permafrost qui fond. Donc l'érosion étant galopante, le village de Tuktoyaktuk est en train de disparaître. Mais il n'est pas en train de disparaître dans les 50 prochaines années, il disparaît aujourd'hui. Et l'inquiétude de cette dame, qui était âgée, et je comprends son inquiétude, elle me dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire de nos morts ?» Et je réalise que le cimetière est effectivement sur la côte et il est à 2 doigts des vagues qui viennent déjà frapper la côte. Et les maisons sont en train d'être déplacées. Donc on commence à en discuter. Je me dis, mais c'est vrai que quand on parle de changement climatique, on a l'impression de parler de concept. Et moi, le concept, ça ne me parle pas.
Et le concept, je suis sûre que ça ne parle pas au grand public. Par contre, quand on commence à parler des gens, que je vois cette petite dame qui avait l'âge d'être mon arrière-grand-mère et qui me parle d'humains. On parle des vivants, mais elle me parle de ces morts. Et je pense qu'elle parlait des morts parce qu'elle savait très bien qu'elle n'avait peut-être plus longtemps à vivre sur cette terre. Donc où est-ce que je vais aller ? C'était ça sa question. Comment on vit aujourd'hui avec cette menace du jour au lendemain de devoir déplacer sa maison ? Et c'est ce qui se passe lors du tournage, qui était donc au cours de l'été 2023, donc c'est récent. Lors du tournage, ils nous ont montré des images où l'hiver, ils profitent donc de la glace pour monter les maisons sur des sortes de grands traîneaux. Et puis on les glisse et on les amène. On descend tranquillement vers le sud, mais vers le sud, c'est-à-dire qu'on va déplacer le village de 20 km et puis dans quelques années, ce sera encore 20 km et 20 km avec l'idée, bien sûr, de faire venir les gens dans les villes. Donc on déplace les populations et c'est vrai que le gouvernement canadien aujourd'hui trouve plus facile de faire venir ces gens-là dans les villes et on sait ce que ça va impacter sur ces populations qui n'ont rien à faire en ville. Donc oui, c'est assez marquant et oui, je pense que c'est important d'entendre ce que ces voix ont à dire, ce que ces gens ont à dire, qui nous paraissent tellement éloignés et pourtant qui sont si proches de nous. Vous avez mentionné les différents impacts que peuvent ressentir ces populations. À grande échelle, comment nous, par exemple en Europe, on peut les ressentir, les effets du changement en Arctique ? Comment ça nous concerne ? Oui, comment ça nous concerne ? Alors, malheureusement, de plein de façons différentes. La première chose, moi, qui me choque le plus, c'est cette banquise qui est en train de disparaître extrêmement rapidement. On se rend compte que si la banquise de l'Arctique disparaît en France, ce qu'on risque d'avoir, c'est encore plus d'événements météorologiques extrêmes. Donc, c'est-à-dire, dans tous les sens, des canicules, des vagues de périodes très très humides, des vagues de chaleur, des vagues de froid. Et malheureusement, ces événements météorologiques extrêmes, non seulement ils sont difficiles à prévoir, mais aussi il suffit d'un événement pour affecter l'agriculture sur des mois, voire des années, et affecter notre économie, affecter notre santé. Et donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que quand on se lève le matin et qu'on regarde la météo qu'il fait, il fait très beau aujourd'hui à Paris, et c'est en partie lié à ce qui se passe à des milliers de kilomètres de nous, tout au nord dans l'Arctique. Autre chose très importante, c'est évidemment la hausse du niveau des mers. Et dans l'Arctique, il y a beaucoup de glace continentale, donc posée sur de la terre, notamment le Groenland. Le Groenland fait à peu près quand même 3-4 fois la taille de la France. Donc c'est énorme, c'est couvert à 80% par de la glace, donc beau bébé. Et malheureusement, le Groenland aujourd'hui réagit très très vite au changement climatique. Il est en train de se faire un peu bouffer par le fait que l'océan autour du Groenland se réchauffe et aussi la température de l'air augmente très rapidement. Et là, pour vous donner un chiffre, alors j'ai dû le lire une dizaine de fois pour être sûr que le chiffre était vrai. Le Groenland, en ce moment, si on fait la moyenne de la fonte du Groenland à l'année, le Groenland perd 30 millions de tonnes de glace par heure en ce moment. Donc c'est complètement fou de voir à quel point le Groenland perd de la glace. En moyenne à l'année, alors là je vous donne des chiffres, en fait c'est tellement grand, on a du mal à se rendre compte, mais c'est 270 milliards de tonnes de glace par an. Et donc pour rendre ça très concret, c'est la côte aquitaine, évidemment c'est certaines régions en Bretagne, c'est aussi certaines grosses infrastructures, que ce soit l'aéroport de Nice, le port du Havre. Donc il n'y a pas besoin d'aller au Bangladesh ou aux Pays-Bas pour être concerné par la hausse du niveau des mers. C'est des terres agricoles qui vont être déplacées, c'est des infrastructures qui sont déjà démantelées en France et donc des populations qui vont devoir se déplacer. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que pour ces deux raisons, on est directement connecté à l'Arctique. Et la troisième, je pense qui est vitale, et tu l'as très bien évoqué Anne, en fait c'est le permafrost. Le permafrost, non seulement lorsqu'il dégèle, il affecte toutes les infrastructures qui sont construites dessus. 60% des infrastructures arctiques sont posées sur du permafrost. Mais surtout, le permafrost, il nous concerne, nous, en France, directement. Parce lorsqu'il dégèle, les microbes à l'intérieur du permafrost se réveillent. Ils commencent à manger la matière organique qui est soudainement plus congelée, elle est soudainement disponible. Et malheureusement, le permafrost émet lui-même des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, le permafrost, il couvre quand même à peu près un quart des terres de l'hémisphère nord, le permafrost, on en a. Et malheureusement, en dégelant, il émet beaucoup de gaz à effet de serre, du CO2 et du méthane. Et aujourd'hui, le permafrost, il émet autant de gaz à effet de serre que le pays du Japon, qui est quand même le 7e plus gros émetteur de gaz à effet de serre sur Terre. Et si on continue à augmenter le thermostat sur Terre, on peut tout à fait avoir du permafrost qui va émettre autant de gaz à effet de serre que l'Union européenne. Il pourra tout à fait émettre autant de gaz à effet de serre que les États-Unis, que la Chine. Donc aujourd'hui, la bottom line, en quelque sorte, la conclusion, c'est qu'il faut tout faire pour garder l'Arctique
dans l'état où il est aujourd'hui, faire en sorte que l'Arctique se désenglace le moins possible, parce que non seulement pour les populations, ça va les affecter terriblement, les 7 millions d'habitants de l'Arctique, mais jusqu'à chez nous en France, on risque d'en subir terriblement les conséquences. Le changement climatique impacte l'Arctique et il l'impacte maintenant. Il n'impacte pas seulement l'Arctique, il nous concerne tous. Qu'est-ce que l'on peut faire à notre échelle, n'étant pas forcément sur place, n'étant pas forcément scientifique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver cette région à notre échelle? Je pense qu'il faut que les populations autochtones soient de plus en plus impliquées. C'est toujours ce qui vient de l'intérieur qui sera le plus efficace. Vous le disiez, ils ont des savoirs ancestraux, ils ont une culture de l'Arctique, ils sont là depuis des milliers d'années. Alors, c'est toujours très compliqué parce que on parle de 7 millions d'habitants en Arctique, mais ce sont des populations qui sont très souvent par communauté isolées. Donc ce sont des petites voix qui ne réussissent pas toujours à porter, qu'on n'écoutait pas jusqu'à présent, qu'on commence à écouter aujourd'hui. L'union faisant la force, c'est peut-être aussi en se fédérant que ces communautés réussiront à se faire entendre et à défendre leur patrimoine, ou en tout cas ce qu'il en reste aujourd'hui. Après, je pense que des gens comme Heidi, ou en tout cas des communautés scientifiques qui apportent le savoir, parce que plus on connaîtra, plus on saura, plus on découvrira, plus on peut partager et plus la connaissance va s'améliorer. Tu le disais très bien, Heidi, c'est vrai qu'il y a toujours cette problématique et cette espèce de choix qu'il faut faire entre prendre des équipements qui sont peut-être polluants, mais c'est pour un certain savoir. Donc il faut trouver l'équilibre. Ça, c'est toujours très compliqué, mais il faut continuer absolument ces explorations scientifiques pour connaître au maximum l'impact et pouvoir agir. Parce que sans connaissance, on reste dans l'obscurité, et dans l'obscurité, on voit pas grand-chose. Anne, je bois du petit lait en t'écoutant, merci beaucoup. Ça, je suis convaincue aussi, l'importance, bien sûr, de continuer la science, mais comme tu le fais aussi très bien, c'est l'importance, et Tara aussi, bien sûr, de diffuser ses connaissances. Et c'est vrai que là, on parle quand même de sujets qui parlent pas à grand monde, quoi. La banquise, le permafrost, la calotte polaire du Groenland. Qui a eu la chance de le voir, quoi? Et notre travail, c'est d'être un peu des entremetteuses, en quelque sorte. On tisse des liens entre ce qui se passe dans l'Arctique et ce qui se passe chez nous en France. Mais pour donner quelques pistes aussi de ce qu'on peut faire chez nous au quotidien, alors l'éducation, est vraiment la clé. Continuez à vous éduquer sur ces sujets-là. La deuxième chose, parce qu'on a des belles deadlines qui arrivent, c'est de voter. Votez, on a des échéances énormes qui arrivent au niveau européen et ensuite bien sûr plus tard au niveau français. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de voter pour des personnes qui comprennent les crises dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, que ce soit des crises du climat, crises de ressources, crises de biodiversité. On a vraiment besoin de personnes qui respectent le travail des scientifiques et qui respectent aussi bien évidemment les communautés autochtones de l'Arctique. Ça, c'est crucial. Donc votez, s'il vous plaît les jeunes, déplacez-vous lors des prochaines échéances. Et la dernière chose que je recommande souvent, c'est juste de faire un truc, quoi. Faire quelque chose, que ce soit la bouffe que l'on mange, les vêtements qu'on achète, les moyens de transport qu'on utilise au quotidien. Trouvez un truc dans votre vie quotidienne qui permettra de ralentir le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Aujourd'hui, on a tous besoin de faire au moins un truc dans notre vie pour changer ça. Et moi, les petits outils avec lesquels je me bats, c'est l'éducation, la sensibilisation au changement climatique. Mais on peut tous faire quelque chose, on peut tous utiliser son cercle d'influence pour faire bouger les choses dans le bon sens. Merci beaucoup. On en a parlé, l'océan Arctique est au cœur de nombreux enjeux, qu'ils soient environnementaux, notamment climatiques, économiques, géopolitiques. À la Fondation Tara Océan, on a déjà réalisé une expédition, Tara Arctique en 2006, avec la goélette Tara. Pendant cette dérive de 507 jours, on a observé des bouleversements majeurs qui fragilisent le pôle Nord. Mais l'Arctique, c'est un milieu aux conditions extrêmes, où il est difficile de mener des recherches sur la durée. On en a parlé, l'enjeu des données, des connaissances du territoire. Donc ça sera la mission de la Tara Polar Station, qui est notre deuxième navire, un laboratoire et observatoire dérivant qui va se laisser piéger dans la banquise. C'est une nouvelle étape de l'exploration en Arctique qui se dessine. Merci à vous, merci beaucoup pour cet échange. J'embarque. On les met où les CV là, oui, pour c'est postuler ça, c'est ça. On peut postuler comment, Heidi? Merci de nous avoir écoutés. Un podcast de la Fondation Tara Océan, en partenariat avec la Gaîté Lyrique, produit par Good Drama et réalisé par Studio Fred H. Soutenez-nous en partageant ce podcast autour de vous et en parlant de nos actions. Ensemble, défendons le vivant, protégeons l'océan.